Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. L'ouverture en juin dernier de l'espace Cosquer Méditerranée sur le J4 à Marseille a mis en avant celui qui a donné son nom à cette grotte des Calanques, Henri Cosquer. De conférences de presse en interview, ce plongeur professionnel cassidin n'a eu de cesse de répéter sa satisfaction de voir ce bijou de l'art pariétal enfin partagé avec le public grâce à cette reconstitution et de retracer les conditions de sa découverte, déclarée en 1991. Il y raconte son caractère fortuit, les difficultés d'accès, la dangerosité de l'exploration, puis l'émerveillement. Une expérience extraordinaire, en apparence solitaire, mais en apparence seulement, car d'autres plongeurs ont participé à cette aventure, mais ont été éclipsés. C'est Henri Cosquer seul qui a déclaré l'existence de celle qui sera comparée à Lascaux, sans prévenir ses amis, qu'il mentionnera pourtant dans son livre. Étrange, comme tout un tas d'éléments qui ont d'abord fait douter de l'authenticité des peintures et des gravures. Les zones d'ombre de la grotte Cosquer, c'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. C'est une grotte qui est immense. Donc les premières fois que je suis allé, je me suis baladé, c'était plus un régal des yeux. Vous avez plongé seul ? Les premières fois, pour faire toute la progression, oui, bien sûr. Avec bien sûr des techniques de plongée assez pointues, techniques de plongée spéléo. Et c'est là, en faisant les photos, que j'ai tombé sur une main peinte. Voilà. Et on se pose une question, pourquoi quelqu'un est allé peindre une main là-dedans ? Donc j'ai fait cette photo-là et je me suis aperçu que déjà cette main, quand j'ai développé la photo, il y avait la main que j'ai prise et puis il y en avait deux autres à côté que je n'avais pas vues. Puis c'est là que j'ai découvert des chevaux peints, des bisons, chevreuils, cerfs, des oiseaux. Et voilà quoi. Donc, et puis il y a des gravures de partout, là c'est pas des peintures, c'est gravé quoi. Donc il y a un phoque qui est gravé avec une flèche dedans, donc on voit bien que ça a été habité, quoi. Laurence Mildonian, vous êtes journaliste à la Provence, à Marseille. Vous êtes auteur d'un dossier sur les oubliés de la grotte Cosquer. Ils n'ont pas tout à fait la même version des faits qu'Henri Cosquer, qu'on vient d'entendre dans une archive de l'INA de 1991. On va y revenir. Qu'est-ce qui vous a mis sur leur piste ? Laurence Mildonian, vous êtes journaliste à la Provence, à Marseille. Vous êtes auteur d'un dossier sur les oubliés de la grotte Cosquer. Ils n'ont pas tout à fait la même version des faits qu'Henri Cosquer qu'on vient d'entendre dans une archive de l'INA de 1991. On va y revenir. Qu'est-ce qui vous a mis sur leur piste ? Alors, il y a quelques semaines, j'ai vu apparaître un compte sur Twitter qui était intitulé « Les oubliés de la grotte Cosquer », dans lequel ils expliquaient que la vérité n'était pas celle qui était officiellement dite sur tous les récits autour de la découverte de la grotte Cosquer. J'ai voulu en savoir plus et j'ai pris contact avec eux. J'ai pu m'entretenir assez longuement avec chacun d'entre eux et recueillir leurs témoignages. Et c'est parti de ce compte Twitter qui avait été créé dans quel sens ? Le but de ces oubliés, entre guillemets, de la grotte Cosquer, ce n'est pas du tout de chercher une notoriété ou de toucher de l'argent de cette découverte, puisqu'elle ne leur appartient pas. Mais ce qu'ils voudraient, c'est que l'histoire, en fait, ne les oublie pas. Ils faisaient partie de la découverte de la grotte Cosquer. Ils étaient une bande de 4 copains avec Henri Cosquer, et l'histoire, aujourd'hui, les a totalement oubliés. On peut les citer, décrire un peu leur parcours ? Oui, il s'agit donc de Pascal Auriol, qui est aujourd'hui professeur de mathématiques au collège de l'Estac, de Yann Gauguin, qui est psychologue clinicien en réanimation à la Timone, qui avait déjà eu une première vie en tant que scaphandrier professionnel au sein de la Comex, et de Sandrine Cosquer, la nièce d'Henri Cosquer, qui est partie en Martinique il y a 30 ans et qui travaille aujourd'hui dans la protection de données sur Internet, et puis aussi les frères belges Marc et Bernard Van Espen, qui tous les deux en fait étaient spéléologues plongeurs et qui après un parcours pour Marc Van Espen dans l'informatique chez IBM, est parti travailler au sein d'un club de plongée en Égypte, donc pour vivre de sa passion. En quoi ont-ils participé à cette découverte, selon eux ?
Alors en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il faisait partie donc du club de plongée de Cassis. Ils étaient moniteurs, jeunes moniteurs dans ce club de plongée, et ils avaient tous une vingtaine d'années. Ils étaient très jeunes. Ils voyaient Henri Cosquer un peu comme leur grand frère. Et en fait, ils ont participé tout simplement parce que chacun, un peu à son échelle, a pris part à cette découverte. Ça a commencé dès juillet 90 avec la pose d'un fil d'Ariane par les frères Van Espen, qui ont donc été appelés par Henri Cosquer, puisqu'ils étaient spéléologues, donc en fait assez compétents pour pouvoir rentrer dans le boyau que Henri Cosquer avait découvert 2 années auparavant. Oui, parce que on va le rappeler, la grotte est très difficile d'accès et on y accède par un long boyau très étroit. Voilà, la grotte est très difficile d'accès et cet accès compliqué avait été repéré par Henri Cosquer dès 1985. On lui avait indiqué une entrée, il était allé chercher un peu plus loin qu'est-ce qu'il y avait au bout de ce boyau. Il avait fait quelques expériences en solo, d'abord avec un moniteur puis en solo. Il s'était retrouvé un jour avec une lampe qui était tombée en panne. Il s'est retrouvé dans le noir, il était remonté à la surface sans trop chercher, mais en se disant qu'il faudrait qu'il revienne à l'occasion, et il avait pu découvrir une toute petite partie de la grotte lors d'une plongée en 1988. 2 ans plus tard, quand il avait pris contact avec les frères belges Marc et Bernard Van Espen, qui étaient spéléologues, il leur avait confié en fait ce secret, puisque c'est comme les chasseurs les cueilleurs de champignons, on ne dit pas trop en fait les coins intéressants qu'on trouve quand on est plongeur, on le dit qu'à ceux qui font partie du cercle le plus intime et de confiance. Et donc il en avait parlé à ces 2 frères spéléologues plongeurs qui avaient posé un fil d'Ariane et qui étaient retournés donc 2 ans plus tard, 1 an plus tard, le 24 juin 1991, Henri Cosquer a proposé à Marc Van Espen de retourner dans la grotte, dans le boyau, puisque lui avait déjà vu un petit peu à quoi ressemblait la poche d'air qui était au bout de ce boyau. Et grâce au fil d'Ariane posé 1 an plus tôt, ils ont pu remonter et découvrir pendant une première demi-heure en fait les merveilles de stalactites, de stalagmites et de concrétions en fait que recelait cette grotte. À ce moment-là, ils ne prennent pas conscience qu'il y a des peintures et des gravures. Non, à ce moment-là, ce que décrit Marc Van Espen, c'est l'impression d'arriver dans un décor de bande dessinée, de roman d'aventure. Il dit lui-même qu'on aurait dit qu'à tout moment, on aurait pu trouver un trésor de contrebandier, qu'il était fasciné par le spectacle parce que tout brillait autour d'eux. Et il ne voit pas du tout, en fait, à ce moment-là, les peintures et les gravures. Ils font surtout attention là où ils posent les pieds, puis ils n'ont pas beaucoup de temps, donc en fait, ils repartent aussitôt. Mais à la surface de l'eau, les attend Yann Gauguin, qui fait partie de la bande des 4, qui donc apprend qu'ils ont vu un petit peu plus cette grotte, et il fait partie de ceux qui aimeraient bien en voir plus. Et justement, Henri Cosquer, quelques jours plus tard, propose à cette bande-là, à ses 3 copains, de venir voir ce qu'il appelle un trou. Alors ils y vont sans trop savoir ce qu'ils attendent, mais Henri Cosquer sait qu'il va y avoir de la magie dans leurs yeux quand ils vont découvrir les merveilles géologiques de la grotte. Et c'est ce qui se passe. On est fin juin, début juillet 1991, et ils arrivent dans la grotte. Pour des raisons de sécurité, ils disent qu'au bout de 2 heures, ils doivent être remontés, sinon il faut appeler les secours. Et eux-mêmes décrivent ces 2 heures comme une demi-heure, tellement ce fut magique pour eux. Pareil, ils parlent d'émerveillement, de magie, de trésors. J'ai encore en tête Sandrine Cosquer qui me raconte à quel point ils étaient comme des gamins qui exploraient en fait un trésor et qui vraiment restaient fascinants en se disant on a une chance vraiment de découvrir ça aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils découvrent précisément ? Ce jour-là, ils découvrent, fin juin, début juillet, ils découvrent par hasard qu'il y a une partie de la grotte qui est composée d'un puits. Et ils pensent que peut-être ce puits va relier à une autre grotte. Donc ils disent qu'il faut absolument qu'on y retourne dès que possible. Et ils y retournent le 9 juillet 1991. Là, cette fois-ci, ils s'organisent. Henri Cosquer, qui est quand même le plus expérimenté de tous et qui est le plus équipé, vient avec un appareil photo. Il propose donc aux frères d'Henri Cosquer d'attendre sur le bateau. Et ils descendent tous les 4. Ils se répartissent en binôme pour visiter l'ensemble de la grotte. Et ils explorent, en fait, là, en prenant le temps d'explorer toute la grotte, mais sans jamais penser à des peintures ou des gravures. Et c'est au hasard, en fait, d'une torche qui se tourne vers une des parois que Yann Gauguin découvre ce qui semble être une main. Il regarde il est étonné, il dit tiens, qu'est-ce que c'est, on dirait une main. Il faut appeler du coup l'autre binôme, donc composé de Henri Cosquer et de Pascal Auriol. Pascal s'approche et dit on dirait même une main de peinture rupestre. Et là en fait ils prennent la photo.
Henri Cosquer, lui, s'étonne en disant « Mais qu'est-ce qui a tagué ici ?» Enfin, il s'en amuse. Puis, quelques jours plus tard, il développe les diapositives. Il faut quand même rappeler qu'on est dans les années 90. Il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les appareils photo numériques. Tout est plus compliqué, tout est plus long. Et tout est plus merveilleux aussi quand on découvre sur une diapositive, lors d'une projection de la bande réunie, qu'en fait, il n'y a pas une, mais 3 mains sur la photo. Donc en fait, la découverte s'est faite, selon eux, vraiment à 4. La découverte a été collective. C'est ce que revendiquent justement ces oubliés de la grotte Cosquer. C'est-à-dire que, évidemment, l'entrée de la grotte, c'est Henri Cosquer qui l'a trouvée. La pose du fil d'Ariane qui a permis d'aller au bout, ce sont les frères belges Marc et Bernard Van Espen. Et après, la découverte fortuite de la main, elle a été faite par l'un des membres associés à l'interrogation de est-ce qu'il ne s'agit pas de peinture rupestre d'une autre des membres de la bande des 4. C'est Henri Cosquer qui a pris la photo. Et en fait, tout a été fait collectivement. Et pour eux, ils ne se sont pas posé la question au tout début, quand c'est Henri Cosquer qui a été sous le feu des projecteurs, parce que pour eux, c'était lui qui les avait entraînés là-dessus, c'était normal. Mais ils se sont rendus compte au fil du temps qu'en fait, il disparaissait totalement des récits. Et contrairement au premier livre en fait, d'Henri Cosquer qui racontait combien cette expérience avait été celle d'une bande de copains, petit à petit, il ne restait plus que lui dans le récit. Pourquoi ils ont été occultés ? Alors, ce qu'il me racontait, c'est que Henri Cosquer avait sur eux un certain ascendant. Il était plus expérimenté, il était plus âgé. Et en fait, ils n'ont pas vu que dès que la déclaration de la grotte a été faite, eux étaient toujours dans l'euphorie de la découverte de ce qu'ils venaient de voir. Et c'était encore avec de la magie d'enfants dans les yeux. Et ils pensaient juste au trésor qu'ils venaient de découvrir et qui allait être... qu'elle allait être consignée pour l'humanité, sans penser qu'il pouvait y avoir peut-être de quoi se faire de l'argent et de quoi peut-être exploiter cette découverte. Henri Cosquer a vraisemblablement fait appel à un conseiller juridique, un avocat très rapidement, aussitôt la déclaration faite auprès des autorités, pour savoir quelle récompense il pourrait toucher. Et tout ça a été fait sans que les 3 autres soient au courant. Et en fait, je pense qu'ils ont été écartés, et c'est ce qu'ils pensent aussi, qu'ils ont été écartés pour que le récit colle aux conséquences financière de ce que Henri Cosquer pourrait tirer de cette découverte. En sachant qu'il a finalement déclaré la grotte après la mort de 3 plongeurs qui ont cherché à y accéder et qu'il aurait peut-être tardé encore s'il n'y avait pas eu ce drame. Alors, ce qui s'est passé, c'est que durant l'été, donc la bande des 4 est descendue dans la grotte 2 fois, d'après ce qu'ils me disent. Et puis est arrivé un drame, donc le 1er septembre 1991. Donc ils étaient à Cassis, Yann Gauguin et Henri Cosquer. Lorsqu'ils ont appris qu'une équipe de plongeurs ne donnait plus signe de vie et que ça se situait près de la calanque de la Triperie, qu'ils avaient trouvé un corps à 5 mètres de là. Et en fait, les deux ont aussitôt pris leur bateau et sont partis en pensant tout de suite qu'ils pouvaient se retrouver dans le boyau. Ils sont effectivement, en allant sur place, ils ont récupéré un 2e corps. Là, le CrossMed est intervenu en leur disant de ne plus participer aux recherches pour ne pas ajouter un drame au drame. Mais Henri Cosquer a expliqué au CrossMed qu'il y avait au bout du boyau une poche d'air et qu'éventuellement, peut-être que le 3e plongeur s'y trouvait. Donc le CrossMed a accepté de se faire guider par Henri Cosquer et ils ont trouvé à 60 mètres de l'entrée de la grotte le 3e corps qu'ils ont remonté à la surface. Et à partir de ce moment-là, dans les 2 jours qui ont suivi, Henri Cosquer a déclaré la grotte aux autorités et la grotte a été aussitôt fermée pour éviter que d'autres drames surviennent. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La mémoire des hommes, elle vient de faire un sacré bond vers l'arrière avec la découverte dans les Calanques entre Cassis et Marseille d'une nouvelle grotte de Lascaux. Une grotte d'une 50aine de mètres dont les parois sont tapissées de peintures et de gravures remontant, tenez-vous bien, entre 10 et 15 000 ans avant Jésus-Christ. Un trésor extraordinaire découvert par un plongeur professionnel cassidin, Henri Cosquer. Pourquoi un plongeur ? Eh bien tout simplement parce que l'entrée de cette grotte se trouve à près de 40 mètres en dessous du niveau de la mer. Rapidement, le ministère de la Culture classe la grotte monument historique. Seul Jean Courtin, archéologue, plongeur expérimenté dans les grottes sous-marines, est chargé d'expertiser les peintures et sculptures. Une précipitation suspecte pour certains, dont le sous-directeur du Muséum national d'histoire naturelle et de grands spécialistes des grottes ornées, et relayé dans la presse, comme le montrent 2 publications exhumées par Laurence Mildonian. Celle du Méridional d'abord, en octobre 91. Des archéologues de la DRAC s'y disaient convaincus que des dizaines de plongeurs ont visité la grotte avant que son inventeur n'en fasse la déclaration officielle, et dénonçaient
Un énorme coup de pub pour le ministre, un coup de fric pour ses inventeurs. Puis celle de Science et Vie, en mars 92. Le magazine consacre 7 pages à « Une grotte bien ténébreuse », c'est le titre du dossier, et d'évoquer un dossier insolite depuis les circonstances spectaculaires de la découverte et la disposition exceptionnelle du site, jusqu'à la nature et au style des figures, sans parler de l'opération médiatique menée en sa faveur par le ministère de la Culture et qui semble un peu hâtive. Spécialiste de l'art pariétal, directeur de l'étude scientifique de la grotte Chauvet de 1998 à 2002, Jean Clotte a été parmi les tout premiers à apprendre l'existence de la grotte Cosquer juste après sa déclaration. Il se replonge 31 ans en arrière. J'étais à Paris et au ministère, c'est moi qui m'occupais de l'art préhistorique en France, vous voyez. Et mon patron m'a montré quelques photos. Il y avait 4 ou 5 photos, 5 ou 6 photos. C'était les photos qui avaient été prises par Cosquer. Et il me dit, qu'est-ce que vous pensez de ces photos? Est-ce que vous pensez que c'est authentique ou pas? Alors je les ai regardées attentivement, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait, par exemple, de la calcite qui avait poussé sur des dessins. Ça, vous limitez pas, quoi, hein, vous voyez. Et je lui ai dit, oui, moi, ça me paraît bon, quoi. Et alors, on a discuté, parce que moi, j'avais jamais plongé, vous voyez. Et on a décidé de le demander à Courtin. Parce que d'une part, il habitait à Marseille, et d'autre part, c'est un excellent chercheur, et c'était un très bon plongeur. Courtin y est allé, il est même y allé plusieurs fois. Et à la suite de ça, on a travaillé ensemble. Parce que moi, j'étais beaucoup plus spécialisé d'art préhistorique que Courtin. Et on a fait un livre ensemble, vous voyez. Et après, vous-même, vous y êtes allé dans cette grotte. Quelles ont été vos impressions une fois sur place? J'ai appris à plonger et j'y suis allé dans cette grotte. Alors, j'y suis allé en 2002 et en 2003. Et en tout, j'y suis allé 24 fois. D'abord, c'est une belle grotte. Hein. Il y a beaucoup de concrétion. Et puis, évidemment, j'ai regardé les dessins. J'ai tout vérifié, quoi. Et évidemment, on en a trouvé d'autres. Hein. Et qu'est-ce qui a fait, selon vous, que certaines personnes, même des scientifiques, ont douté de l'authenticité au début? Moi, ce que j'ai regardé en numéro 1, c'est l'état de la paroi. Et j'ai vu qu'il y avait des dessins qui étaient recouverts par de la calcite. Et il y en avait un même, on voyait, il y a une petite stalagmite qui avait poussé. Bon, ben, ça se fait pas d'un jour, ça, vous voyez. Ça pouvait pas être un faux. Tandis qu'eux, ils se sont plutôt basés, ils ont essayé de juger des dessins eux-mêmes, vous voyez. Ils disent, ah, mais ce dessin, il ressemble à un qu'on a en Dordogne, ça a peut-être été copié. On a raisonné de façon différente. Seulement, on a fait faire des datations radiocarbone des dessins, et la date la moins haute qu'on ait eue, c'était 18 000. Donc, bon, après, ils n'en ont plus douté. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci à Laurence Mildonian et Jean Clotte d'y avoir participé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Bande Passante. D'ici là, si ce n'est pas encore fait, sachez que vous pouvez lire le dossier publié dans La Provence sur laprovence.com.